Rebonjour maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout à l'heure, votre client Ousmane Sonko a eu gain de cause. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a confirmé la décision du juge Sabassi Faye, à savoir la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Pouvez-vous commenter cette décision? Oui, bon, je vais partager avec des millions de Sénégalais, et mon client en particulier, une satisfaction de joie, parce que tout le monde attendait cette décision, ce dénouement heureux de cette affaire. Bon, je pense que les autorités, ceux qui ont estimé pouvoir empêcher M. Ousmane Sonko de se porter candidat à l'élection présidentielle, ont fait usage abusif de leurs attributs, et le tribunal de Ziguinchor avait donné un signal fort qui aurait dû faire comprendre à tout un chacun qu'il y a des règles à respecter, que ces règles n'avaient pas été du tout respectées. C'est que la Cour suprême avait constaté également, mais la Cour suprême ne pouvait pas tirer les conséquences et a demandé au tribunal d'instance de Dakar, par décision de ce jour, de constater et tirer les conséquences. Donc le tribunal de Dakar a jugé et estimé, premièrement, que cette affaire relève de la compétence du tribunal d'instance, et puis deuxièmement, toutes les formalités qui devaient être observées pour procéder à la radiation d'un citoyen sur les listes électorales n'avaient pas été du tout observées. D'où le signal fort, c'est un message extrêmement fort donné par les magistrats aux politiques. Comme quoi, laissez-nous les magistrats tranquilles avec vos affaires politico-politiciennes, c'est pas notre salade. Laissez-nous avec notre pouvoir judiciaire. Quant à vos querelles politico-politiciennes, tenez-les, mais ailleurs, mais pas au palais de justice. Donc nous osons espérer que ce dossier politique ne sera plus introduit au palais de justice, mais ça sera planté et sur l'espace politique. Bon, donc c'est un sentiment de satisfaction pour les Sénégalais que je partage avec eux. Oui. Et puis un sentiment de fierté d'avoir été associé, avoir pris part à ce combat noble, aux côtés de mes éminents confrères sénégalais, burkinabés, français et entiers. Bon, c'est une victoire pour le Sénégal, et non pas pour un homme, et non pas pour un parti. C'est une victoire pour le droit, c'est une victoire pour tous les Sénégalais. Et je suis très fier d'avoir été associé à ce combat. D'accord, madame. Justement, maître, quelle lecture faites-vous de la justice sénégalaise, vu que votre client Ousmane Sonko a eu 2 fois gain de cause, peut-on dire, si on peut dire ainsi? Oui, bon, moi, avec mes confrères, nous avons placé notre combat sur le droit. Nous avons misé sur le droit et nous avons toujours essayé de démontrer que ce combat se gagnera dans la mesure où le droit est du côté de M. Ousmane Sonko. Et que c'est certains agents de l'État du Sénégal, je le dis bien, certains agents, qui font usage abusif de leur pouvoir pour exclure de la compétition politique et électorale un candidat certes redoutable, dangereux pour eux, et non pas forcément pour le Sénégal et pour des millions de Sénégalais qui émettent un espoir légitime sur l'homme qu'est Ousmane Sonko. D'accord. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de voir le tribunal de Dakar confirmer le juge Sabassi Faye? Non, je ne suis vraiment pas du tout surpris. Et après avoir lu la décision du juge suprême, de la Cour suprême, et qu'on nous a renvoyé devant le tribunal de Dakar, bon, j'étais plus que certain que le droit allait l'emporter. Donc, dans la mesure, lorsque vous menez un combat comme celui-là, qui repose sur le respect des droits, sur la démocratie, dans un pays qui a un héritage démocratique comme le Sénégal, qui s'est toujours distingué en Afrique comme étant l'un des champions
de droits de l'homme et de la démocratie, non, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne suis vraiment pas surpris. Puisque c'est un pays qui a des juristes, qui a des magistrats connus, reconnus pour leur indépendance et reconnus aussi pour leurs compétences. C'est de notoriété publique. Je tiens à vous dire une chose. Oui. On était parti une fois avec mon confrère Branco à Genève pour nous plaindre des violations caractérisées, constantes de droits de notre client. Et le fait que des dizaines de Sénégalais ont été tués pour des raisons politiques et un millier de Sénégalais sont en prison également pour des raisons politiques. Je tiens à vous dire que lorsqu'on est arrivé aux Nations Unies, c'est-à-dire à Genève, à la Commission des droits de l'homme, ils étaient choqués et surpris que ce soit le Sénégal qui se trouve, hélas, sur les bancs des accusés. Bon, donc pourquoi cette surprise? Puisque c'est un pays qui s'est toujours, à juste titre, distingué par rapport à son attachement aux droits de l'homme, son attachement à la démocratie pour une alternance qui peut avoir des imperfections, mais c'est une alternance qui tient quand même. Contrairement à certaines sociétés. Est-ce que ce n'est pas ce qui a influencé le juge de la Cour de la CEDEAO à dire que le Sénégal n'a pas violé les droits d'Ousmane Sonko? Bon, je ne sais pas quel dossier. Ils n'avaient sans doute pas le dossier que nous avons. Le juge de la CEDEAO n'avait sans doute pas lu le dossier qu'on leur avait soumis. Puisque s'ils avaient vu comme quoi il y avait des dizaines de Sénégalais qui ont été tués et un millier de Sénégalais qui sont en prison pour des raisons politiques, je pense que le juge de la CEDEAO, s'il avait bien lu le dossier qu'on leur avait soumis, ils auraient eu une lecture complètement différente et une décision différente. C'était sans doute un autre dossier, mais pas celui qu'on leur avait soumis. Bon, on n'est pas du tout surpris aussi, il faut dire les choses clairement. Moi, je suis de ceux qui disent les choses telles qu'ils pensent. Moi, je pense que la justice, la CEDEAO, a failli dans de nombreux dossiers, y compris celui qu'on leur avait soumis. Justement, dans le même sillage, maître, vous pensez à l'indépendance de la justice sénégalaise? Vous êtes d'avis que la justice sénégalaise est indépendante? Bah, la preuve, c'est aujourd'hui. Bon, il ne faut quand même pas sous-estimer la position prise par des agents de l'État du Sénégal. Je n'ai pas dit l'État forcément. Certains agents de l'État du Sénégal qui ont tout fait. Qui ont fait des gymnastiques inimaginables. Et qui ne sont même pas à la hauteur. Qui ne sont même pas à la hauteur. Bon, j'irai pas très loin pour dire qu'ils ne sont pas dignes de l'héritage démocratique des pères fondateurs de son pays. Mais ce qu'ils ont fait pour ce pays, certains agents ne sont pas dignes. Et tout. D'accord. Bon, mais moi, je suis très fier que la justice sénégalaise leur a envoyé un message clair que foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Occupez-vous de vos salades politico-politiciennes. Nous, on est des magistrats. On est là pour prononcer nos droits. Les considérations politiques n'ont pas sa place au palais de justice du Sénégal. Je pense que c'est un message qui est très, très, très clair. Ceux qui souhaiteraient à nouveau faire un recours, c'est leur droit. Ils peuvent aller où ils veulent, même au ciel. Nous, on les suivra, on ne les lâchera pas. Déjà, c'est ce que je voulais vous demander, parce qu'après cette décision, quand même, on a vu un des avocats de l'État, pour ne pas le citer, M. El Hadjouf, dire qu'ils vont se pourvoir en cassation dès aujourd'hui. Alors, certains de vos collègues ont leur lancé un appel pour dire que ce n'est pas la peine. Non, non, mais notre confrère, il peut aller là où il veut. Et cette fois, s'il va à la Cour suprême, nous osons espérer qu'il arrêtera d'insulter M. Ousmane Sonko, qu'il dira le droit, qu'il plaidera sur des faits précis et évoquera le fondement juridique de ses interventions. C'est quand même pas facile de se retenir lorsque vous voyez une personne, un confrère, que j'aime bien, avec qui je sympathise beaucoup et que j'invite un jour à venir aux Comores, de transformer la Cour suprême en une cour d'insultes. Il l'a fait à la Cour suprême et devant le tribunal de Dakar également. Le tribunal de Dakar, c'était pareil. Il veut transformer l'institution judiciaire en une institution chargée de gérer les insultes. Il fait du show, en fait. Bah écoutez, c'est pas la place qu'il faut. Il faudrait qu'il aille au théâtre. Une chose qui n'est pas élégante de sa part. Comment? Une chose qui n'est pas élégante de sa part.
Bon, je ne suis pas là pour... J'irai pas jusque-là. Alors, mais oui. j'ai dit tout simplement que, bon, s'ils veulent aller devant la Cour suprême, il faut qu'ils aillent avec des éléments de droit juridique et non pas venir à la Cour suprême comme ils l'ont fait la fois dernière et au tribunal d'instance de Dakar pour s'en prendre à Ousmane Sonko plutôt que de parler de droit. Moi, ce qui me choque également, j'ai eu l'occasion de le dire, vous me donnez l'opportunité de le répéter, c'est que bon, Ousmane Sonko, c'est un citoyen sénégalais. Dans le cadre de cette affaire, il ne fait que demander une chose que tout un chacun peut demander, sa réinscription sur les listes électorales. Point barre. Ni plus ni moins. Comment comprendre que des millions de francs soient déployés pour défendre l'État du Sénégal comme s'il s'agit d'un terroriste qui vient abattre le Sénégal? Ce n'est pas une affaire de terroristes, ce n'est pas une affaire de détournement. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une affaire politique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Mais en quoi la présence de Ousmane Sonko sur une liste électorale est constitutif d'un danger pour l'État de Sénégal, au point de mobiliser autant de moyens, une batterie d'avocats, les plus éminents avocats du Sénégal ont été mobilisés. Moi, j'ose espérer que tous les faits qui circulent dans les faits divers, dans la presse nationale, qui font l'objet d'instructions ces derniers jours, mobiliseront autant de moyens pour que l'État de Sénégal se défende. Et pas sur une affaire de radiation sur une liste électorale qui ne relève d'un tribunal d'instance. Il s'agit de la juridiction la plus inférieure, le tribunal d'instance, qui juge des affaires minimes. C'est ce que je voulais dire, parce que le tribunal d'instance juge les affaires minimes. Mais quand même, la Cour suprême est là, en fait, qui est supérieure au tribunal d'instance. Et M. El Hadjouf a dit que la Cour suprême ne va pas se contredire, parce qu'il faut le rappeler, le 17 passé, la Cour avait cassé la décision du juge Sabassi Faye. Est-ce que vous êtes optimiste que la Cour va confirmer cette décision rendue ou elle va casser cette décision? Non, la Cour n'a aucune raison juridique, il n'y a aucun motif juridique sérieux qui peut justifier que la décision rendue par le tribunal de Dakar soit cassée et par la Cour suprême du Sénégal. Pourquoi? Parce que la Cour suprême a tout simplement demandé au juge de Dakar, du tribunal d'instance de Dakar, de tirer les conséquences d'un constat qui a été fait par le juge de Ziguinchor. De tirer les conséquences. Il y a un constat qui est objectif, qui a été établi. Et puis, on demande au juge de tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, l'huissier de justice qui a été chargé de notifier à M. Ousmane Sonko une décision ne l'a pas fait. Et pour quel motif? C'est parce qu'il n'y a pas eu une décision. Il n'y a pas une décision, puisque la décision, on dit, une décision qui ordonne la radiation d'un citoyen sur les listes électorales, elle doit être motivée, premièrement. Et puis, elle doit être notifiée à la personne concernée, puisqu'il s'agit d'un acte administratif. Cette décision, elle n'existe pas. Il y a une lettre émanant d'un ministère, ministre de la Justice, si je ne me trompe pas, qui demande à l'administration chargée de gérer les listes électorales, comme quoi une personne a été condamnée et que cette condamnation entraîne sa radiation sur les listes électorales. Cette décision ne l'a pas, personne ne l'a. Cette décision n'a jamais été communiquée ni aux avocats d'Ousmane Sonko, ni à la Cour suprême, encore moins au tribunal de Dakar. C'est là où le malaise, au fait. Il n'y a pas de décision. Donc, sur quoi s'est basé le juge du tribunal d'instance de Dakar pour motiver sa décision? Bon, on verra la décision, comment elle est motivée. Mais le juge de Dakar a tout simplement été invité par la Cour suprême de tirer les conséquences d'un constat qui a été fait par son collègue de Ziguinchor. D'accord. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la justice doit se baser sur des faits pour pouvoir condamner Ousmane Sonko. On se rappelle, avec l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko a été condamné pour détournement pour jeunesse, comment on dit encore, corruption à la jeunesse, alors qu'au début, il n'y avait pas ce délit-là. Mais quand même, ils ont trouvé un motif pour un mobile, du moins, pour le condamner. Bon, oui. Dans cette histoire de radiation, il n'y a pas de condamnation. Il faut que les choses soient claires.
il n'y avait pas lieu à prononcer une condamnation. C'était un droit d'un citoyen qui voulait l'exercer. Il a demandé au tribunal de le réintégrer en tant que citoyen sur une liste électorale. Donc il ne pouvait pas y avoir une condamnation dans le cadre de cette affaire d'inscription sur la liste électorale. Oui. Bon voilà, je pense que c'est clair. Bon, maintenant, sur cette affaire de criminel, bon, je pense que c'est une histoire qui a été montée sur pièce et qui ne tenait pas du tout debout. Et tous les observateurs se posent la question de savoir comment se fait-il que cette affaire a atterri au tribunal criminel de Dakar, alors que le dossier est complètement vide. Tout le monde sait que c'était une affaire qui a été montée sur pièce contre M. Ousmane Sonko. Et comme il n'y avait rien dans le dossier, et comme l'objectif de certains agents de l'État du Sénégal, c'est de tuer politiquement Ousmane Sonko, il faut fabriquer quelque chose. Ouais. Il faut absolument quelque chose. Il faut absolument faire en sorte qu'il soit radié sur les listes électorales. Ousmane Sonko, c'est le cauchemar de certains. Parce que c'est le principal opposant du président de la République. Mais lorsqu'on est démocrate, je dis lorsqu'on est démocrate, je ne parle pas des dictateurs, mais lorsqu'on est démocrate, il faut accepter le débat. Le Sénégal n'appartient à personne. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Bon, donc lorsque vous êtes au pouvoir, ce n'est pas votre bien. Vous disposez d'un contrat à durée déterminée. Et si le contrat est fini, il faut savoir partir. Et non pas s'accrocher au pouvoir comme s'il s'agit d'un bien personnel et voir votre concurrent ou bien votre adversaire comme un ennemi. S'il faut le tuer physiquement, il faut le faire. À défaut de pouvoir le tuer physiquement, il faut le tuer politiquement. Bon, donc ça, c'est pas la démocratie. Et heureusement qu'il y a encore la justice et des juges indépendants qui parviennent à faire respecter le droit et puis à le faire appliquer. Et qui peuvent, à un moment, lorsque c'est le cas, de dire, bah, écoutez, on siffle la récréation, quittez le palais de justice, allez-y sur l'espace politique pour vous battre. Alors, est-ce que cette décision va siffler la fin, comme vous l'avez dit? Parce qu'on a vu avec la décision du juge Sabassy Faye, on n'a pas donné à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage alors que la décision était exécutoire. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle décision de justice, Ousmane Sonko pourra récupérer ses fiches? Parce que quand même, il faut le dire, c'est en fait le gouvernement qui ordonne la DG à donner à Ousmane Sonko ses fiches. Bon. Je vais essayer d'être très clair et précis sur cette question des fiches de parrainage. Et je l'ai dit avec fermeté, et j'ai le mandat pour le dire. C'est que nous ne laisserons, cette fois, personne marcher sur le droit de Ousmane Sonko. Nous ferons usage de toutes les voies de recours légales pour faire respecter le droit de notre client. Personne n'est au-dessus de la loi. Même un directeur, un ministre ou bien je ne sais pas quoi, personne n'est au-dessus de la loi. Nous exercerons toutes les voies de recours pour faire valoir les droits de notre client. Autant ils sont déterminés pour marcher sur Ousmane Sonko et nous marcherons sur eux également. Il faut que ça soit clair. Bon, personne n'est au-dessus de la loi. La décision qui a été rendue aujourd'hui, elle est exécutoire. Tout le monde doit se conformer à une décision judiciaire. Personne n'a une immunité pour violer les lois ici au Sénégal. Je tiens à le dire en ma qualité d'avocat de M. Ousmane Sonko. Donc, M. Ousmane Sonko va récupérer ses parrainages, enfin ses fiches de parrainage, et personne ne peut l'empêcher de ne pas prendre ses fiches de parrainage. S'ils ne le font pas, nous ferons constater cela par voie juridique et nous saisirons les autorités de tutelle pour demander que ça cesse ces genres d'abus. D'accord. Alors, cela veut dire qu'on ne doit pas attendre que les avocats de l'État pourvoient en cassation pour lui donner ces fiches-là. On doit lui donner ces fiches dès maintenant. C'est prévu, c'est exécutoire. La décision, dès qu'elle est signifiée aux agents de l'État, et les agents de l'État doivent s'y conformer. Et personne ne peut se rebeller, fût-elle l'administration, contre une décision judiciaire. C'est un délit. Et pourtant, il l'avait fait avec la décision. C'est pour cette raison aussi que nous avons engagé une plainte contre lui. Ben voilà. Et c'est pour cette raison que je dis que nous ne ferons l'économie d'aucune procédure.
contre ceux et celles qui pensent pouvoir violer le droit fondamentaux de notre client. Mais il faut savoir, maître, que le temps est court. Parce que là, on a commencé les dépôts le 11, on va terminer le 26. Est-ce que vous pensez qu'entre-temps, Ousmane Sonko pourra encore retrouver ses droits civiques et être candidat déclaré à la Je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai pris l'avion, j'ai prévenu que j'allais revenir. Il y a des gens, même des frères et sœurs sénégalais, qui m'ont dit, bah, écoute Saïd, c'est pas la peine d'aller, tout est cuit, votre client, il est mort politiquement. Ah ouais. Vous voyez, c'est ce que vous m'avez dit avant de prendre l'avion. Et moi, je leur ai dit que je crois à la force du droit et pas forcément à la force de ceux qui ont de la mauvaise foi. Bon, donc, oui, on peut estimer que le temps est très, très, très serré, mais vous savez, ils disent qu'ils sont stratèges, mais je pense avoir constaté, relevé que PASTEF est beaucoup plus stratège qu'eux et que M. Ousmane Sonko réunira toutes les conditions requises pour obtenir et son parrainage et déposer sa candidature. Bon, je pense que certains ont intérêt, avec les moyens qu'ils ont, de prendre attache avec des cardiologues, puisqu'on ne sait jamais. Hein. Ils ont intérêt à prendre attache avec des cardiologues, puisqu'ils peuvent s'estimer forts physiquement, mais leur cœur peuvent lâcher à tout moment. Donc ils ont intérêt à prendre le peu d'argent qu'ils ont. À cause de malaise. Oui, voilà, à prendre attache avec des cardiologues, les plus éminents cardiologues de la place, puisqu'il y aura des surprises. D'accord. Mauvaises pour eux, mais une très bonne surprise pour des millions de Sénégalais. D'accord. Alors, on n'a pas fini de parler de Ousmane Sonko parce qu'il y a beaucoup de dossiers pendants devant la justice. Et il faut le dire, l'affaire Prodac a été mise en état, même si on n'a pas encore fixé de date. Ça aussi, c'est un autre dossier où vous devez vous battre quand même pour sa réintégration sur les listes. Ben écoutez, ils peuvent en crier. Hein. Il y a des spécialistes dans le camp d'en face, des spécialistes de montage de faux procès et de faux dossiers. Nous sommes prêts, franchement, et déterminés à prendre part à tous les affrontements judiciaires qui sont en cours. Ce qui est sûr, c'est que personne n'empêchera Ousmane Sonko d'être candidat, juridiquement et même politiquement également. Et moi, je tiens à leur remercier, les adversaires d'Ousmane Sonko, à son nom. Au nom de mon client, je tiens à le remercier pour avoir mené une campagne gratuite. Oui, quand même, il n'a pas le temps de faire une campagne. Oui, voilà. Non, mais ils l'ont fait pour Ousmane Sonko, et tant mieux pour Ousmane Sonko, pour PASTEF et tout, puisque c'est une campagne gratuite qu'ils font pour notre client. Bon, franchement, il n'y a vraiment pas un bon cadeau qu'ils peuvent offrir à Ousmane Sonko que d'ouvrir encore d'autres dossiers. Et puis, bon, voilà, l'opinion en parlera, et puis vous aurez l'occasion aussi de nous inviter ici pour en parler. C'est une publicité gratuite, au fait, qu'il faut à Ousmane Sonko, c'est une campagne. Parce que quand même, ils l'ont radié des listes électorales, et pourtant, on parle toujours de lui en tant que candidat. Non, mais là, il est rétabli. La radiation, c'était une histoire politicienne. Et la justice est venue dire... Je veux dire, il a été radié, aussi son parti a été dissous, et malgré tout ça, on parle toujours de lui. Il y a un papier qui radie son parti. Mais son parti existe dans le cœur des Sénégalais et maintenant dans le cœur des Africains, puisqu'il y a PACTEF. PACTEF, c'est... Non, il y a PACTEF. Il y a PASTEF, c'est le Sénégal. Et comme il fallait soutenir PASTEF, qui fait l'objet de persécutions, au Comores, il y a le parti, non, les patriotes africains des Comores pour l'éthique, le travail et la fraternité. Au Mali, il y a aussi PASTEF. Et au Niger, il y a aussi PASTEF. Ce sont des organisations politiques qui ont transformé leur nom en soutien au PASTEF du Sénégal qui fait l'objet de persécutions et de méchanceté également. Bon, donc il y a aussi PASTEF Africa. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est pour vous dire que bon, ils pensent faire mal à PASTEF ici au Sénégal. Mais tout de suite, il y a eu des soutiens inimaginables et spontanés en faveur non seulement d'Ousmane Sonko, mais des patriotes sénégalais qui estiment qu'il fallait effectivement se tenir debout pour défendre le Sénégal et dégager une vision d'un nouveau Sénégal. La politique, on va y revenir. Amina, est-ce que vous saviez que Maître Larifou, au-delà d'être un avocat, c'est un homme politique?
Non. Après, on va y revenir. Dites, en parlant toujours de Ousmane Sonko, depuis que vous plaidez pour votre client, quel bilan faites-vous de cela, depuis que vous plaidez pour lui? Bon, monsieur Ousmane Sonko, il est sur un chemin très 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 long pour la justice. C'est un homme courageux et qui a des convictions pour son pays, qui croit beaucoup à une autre vision pour le Sénégal. Et cette vision correspond aux aspirations non seulement du peuple sénégalais, mais aux aspirations des peuples d'Afrique. Et c'est pour cette raison que son engagement a une résonance non seulement ici au Sénégal, mais partout en Afrique, voire même au-delà de l'Afrique. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, vous savez ce qui se passe un peu partout. Des Sénégalais arrivent et parviennent avec intelligence à faire partager la cause de M. Ousmane Sonko partout dans le monde. La preuve, c'est ma présence ici. Bon, j'ai été constitué comme avocat pour apporter une contribution juridique, c'est vrai, mais mes éminents confrères sénégalais qui sont dans le dossier bien avant moi ont fait preuve non seulement de résilience, enfin de détermination, de compétence aussi, puisqu'il faut voir la technicité, notamment du dernier dossier. C'est un dossier éminemment technique. Ouais. Vous voyez la production intellectuelle juridique qui a été faite par mes confrères sénégalais. Moi, je suis venu pour apporter une vision, une contribution africaine, puisque ce dossier, effectivement, il a une dimension juridique, il a une dimension politique aussi, mais il y a aussi une dimension panafricaine dans ce dossier. Bon, donc, je pense que M. Ousmane Sonko a des motifs d'être très fier de mener ce combat, d'être très fier de mener ce combat, puisque ce combat permet à une nouvelle jeunesse, à la jeunesse sénégalaise, de s'inscrire dans une dynamique qui respecte non seulement l'héritage démocratique de ce pays, mais de se battre aussi pour un autre idéal, l'idéal panafricain, puisque nous sommes en ce moment dans un contexte de chamboulement des sociétés africaines. Oui. Et c'est en ce moment même où le Sénégal vient apporter une contribution extrêmement importante, puisque ce qui se passe ici est suivi, observé partout en Afrique. Votre pays, qui est mon pays d'adoption aussi, a l'occasion effectivement d'affirmer son leadership, vous voyez, son leadership pour la démocratie et puis pour l'état de droit. Bon, donc, c'est un bilan très positif. Et puis, M. Ousmane Sonko s'en sort bien. S'en sort bien. Oui. Puisque bon, les autres sont obligés de violer les textes en vigueur, sont obligés d'humilier l'État de Sénégal pour écraser un adversaire. Puisque tout ce qu'ils font, ils pensent pouvoir faire mal à M. Ousmane Sonko, mais au fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils humilient le Sénégal. Ouais. Alors qu'ils sont censés servir ce pays, ils sont en train d'humilier le pays. Et c'est parce que c'est par rapport à leur comportement, leurs agissements abusifs, que le Sénégal a été mal noté récemment par la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Et ça, c'est par rapport à des agissements de certains agents de l'État du Sénégal. Bon, donc, au lieu de se hisser, de se montrer à la hauteur de l'héritage démocratique de ce pays, au contraire, ils sont en train de desservir leur pays. Heureusement qu'il y a des gens comme Ousmane Sonko et d'autres également, d'autres Sénégalais, qui sont là pour dire, bah, écoutez, si vous n'êtes pas à la hauteur de cet héritage démocratique de ce grand pays, bon, écoutez, ne venez pas ici au Palais de Justice pour demander la caution de la justice sénégalaise pour justifier vos entraves. Alors, hier, non, c'est pas hier, c'est mercredi, on a annoncé que votre client est sombré à nouveau dans le comment. Des nouvelles d'Ousmane Sonko, vous l'avez rencontré récemment? Je l'ai vu ce matin. Il va bien? Des nouvelles de lui? Il va bien, très bien. Il a la forme d'un friguillon d'Afrique. Ah oui, oui, oui. Il dégage une force mais incroyable, une force morale, spirituelle
et je peux vous dire qu'il se porte très 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 bien. D'accord. Et le pimpin de santé est derrière lui. Ah, Oui, voilà. Il a des bonnes raisons D'accord. d'être en forme. Et défendre une cause, voir cette cause partagée par des millions de vos compatriotes et voir la justice de votre pays se détacher de la pression, il y a de quoi effectivement retrouver de la santé. La santé, Voilà. effectivement. Alors, Guédado, juste une dernière question, Maître Saïd Larifou. Alors, vous l'avez dit dans vos commentaires, comme quoi que l'État du Sénégal est très stratège. Vous, en tant que parmi les pôles d'avocats de Ousmane Sonko, que comptez-vous faire pour protéger votre client de ce qui va venir? Bon, moi, je ne vais pas le protéger, il est déjà protégé par le Tout-Puissant. Non, juridiquement, j'ai dit. Ah, d'accord, bon, Oui. puisqu'il est protégé par les prières Ouais. des millions de Sénégalais, il est protégé par le Tout-Puissant. Nous, on est là juste pour apporter une contribution juridique. Bon, nous attendons nos adversaires, ce qu'ils entendent faire, et nous aviserons conformément aux lois en vigueur dans ce pays. Mais je peux vous dire que dans tous les dossiers qui sont ouverts contre lui, M. Ousmane Sonko, il est blindé. Son dossier. Même l'affaire Prodac, parce que quand même, il faut le dire. Qu'est-ce Il avait, en fait, lui, il avait dit, il avait fait un lapsus en disant IGE, alors qu'il voulait dire IGF, mais bon, il avait aussi dit qu'il allait apporter les preuves, mais on a vu qu'il n'avait pas assisté au procès. Est-ce que cette affaire-là ne va pas aussi le bloquer? Non, mais cette affaire, le rapport en question, c'est ça? Mais oui, mais le rapport, quand même, on dit que ça n'existe pas. Il y avait un pré-rapport qui avait fuité, mais il n'y a pas de cachet. Quand même, en fait, ce sont des documents qu'on ne peut pas apporter devant Dame Justice, parce que là-bas, quand même, il faut des... Mais il faut aller sur Internet pour voir ce document. Oui, oui, en fait, Il c'est existe, un pré-rapport qui a fuité. Mais quand même, ce n'est pas un rapport caché par l'IGF. Alors lui, il avait dit qu'il allait apporter des preuves, mais quand même, lors du procès, il n'était pas venu. Parce qu'il n'a pas ses preuves. Non, 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 c'est pas question. est- Non, non, non. Moi, je m'élève contre cela, cette affirmation. Monsieur Ousmane Sonko était venu à la justice. Comme il avait répondu à toutes les convocations des enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il a assisté, il a répondu à toutes les convocations. À la justice, il a été agressé. Il faut quand même... On se rappelle, il a été... Voilà, ouais. il a été quand même agressé au palais de justice, alors qu'il était venu pour répondre à la convocation Et quand même, de la on a justice. vu tout ce qui s'est passé, maître, parce que quand même, en allant là-bas, il y avait une foule qui l'accompagnait, entre Mais autres. c'est Et normal. C'est normal, ce sont ses partisans qui l'accompagnaient. C'est un homme politique. Un simple citoyen, s'il est convoqué, mais bon, on sait que c'est une affaire manipulée, on sait que c'est une affaire politique. Il est tout à fait normal qu'un homme politique soit accompagné par ses partisans, mais en quoi le fait d'être accompagné par ses partisans soit interprété comme une provocation? Vous voyez, ce n'est pas une provocation, il est accompagné par ses partisans. Et puis certains ont estimé qu'il fallait le brutaliser, le gazer. Eh bien, il a été gazé, c'est tout à fait normal qu'il se fait examiner par un médecin qui a constaté qu'il n'est pas en état d'être jugé à la date fixée par le tribunal. Et il a demandé aussi des garanties aussi pour sa sécurité. Et puis, bon, c'est normal. Et là, on trouve un prétexte pour dire que, écoutez, il ne s'est pas présenté, on va le juger, le condamner sévèrement. Et puis, à combien? À 200 millions. Ça, Ouais. les gens passent, occultent un petit peu ce fait, Ouais. mais c'est quand même révélateur des malaises. Comment Un ministre en fonction dépose plainte, soi-disant pour une diffamation, parce qu'il estime que son honneur, sa considération a été mise à mal, et il demande 200 millions de francs CFA. Alors- On lui accorde 200 millions de francs CFA. Très peu de gens ici au Sénégal, comme partout en Afrique, jusqu'à leur départ à la retraite, auront du mal à trouver 200 millions vous voyez, d'économie. 200 millions de francs CFA d'économie, alors qu'on sait qu'il y a des milliers de gens qui se sont fait tabasser, agresser, insulter, voire même certains tués, Oui. n'ont jamais eu la moindre indemnisation. Et si tant est qu'ils parviennent à obtenir une indemnisation, ça ne va jamais au-delà de 200 millions. Bon, donc, c'est un cadeau qui lui a été offert par ce ministre, qui était même content le matin de cette condamnation, et puis l'après-midi n'était pas content, parce qu'il s'est rendu compte que M. Ousmane Sonko n'était pas privé de ses droits civiques, et le lendemain, il est allé déposer plainte. Pourquoi? Parce que son objectif affiché, c'était de
de faire en sorte que le casier judiciaire de M. Ousmane Sonko soit bien rempli pour l'empêcher de ne pas candidater et être élu président. Bon, donc c'est ça la motivation. Ouais. Si c'est ça la motivation, si c'est ça le dossier dont vous me parlez, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Voilà. D'accord. Alors, maître, on a vu hier ou avant-hier des jeunes qui ont été arrêtés dans le cadre de ce procès-là, notamment Yargassi. Ils ont été arrêtés et 9 mois après, on les libère en leur disant qu'ils n'ont rien fait. Est-ce que vous pensez que c'est la justice sénégalaise... Et de cette patriote. Voilà, la justice sénégalaise quand même n'a pas failli de ce côté-là. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont été arrêtés. Je ne sais pas combien de temps, vous me dites 9 mois de détention. Oui. Bon, ils ont des avocats. Et leurs avocats se prononceront sur cet aspect. Moi, je ne suis pas un avocat qui connaît tout. Mais vous êtes avocat seulement de Ousmane Sonko. Non, 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 je ne suis pas seulement de Ousmane Sonko, mais je ne suis pas l'avocat qui connaît tout. Ouais. Je connais les dossiers qui sont soumis à mon appréciation. D'accord. Bon, toujours est-il qu'effectivement, une personne qui est en détention provisoire, puisque c'est une détention provisoire, ce n'est pas une détention définitive. Ouais. Et si le juge a estimé qu'il fallait les libérer d'office, c'est parce qu'effectivement, peut-être, il n'y avait aucune raison de les maintenir encore en détention provisoire. Vous voyez, ça, moi je parle de façon générale. Ouais. Je ne parle pas spécifiquement pour ce dossier. Je ne connais rien de ce dossier. D'accord. Mais si un juge détient quelqu'un, par exemple à la demande du parquet, qu'il estime qu'effectivement qu'il faut accéder à cette demande de placement en détention provisoire, et le juge, pendant X temps, n'estime plus nécessaire, puisque la détention, c'est une exception. La détention provisoire, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. La règle, c'est la liberté. Et la détention provisoire, c'est une exception. Donc, le juge ne peut pas maintenir quelqu'un éternellement en détention provisoire. S'il estime un moment qu'il faut le lâcher, avant même qu'il soit jugé, c'est parce qu'il estime que ce n'est pas nécessaire. Bon, est-ce qu'il y a abus ou non? Bon, ça aurait été ainsi le cas si le juge le maintenait éternellement ou bien indéfiniment à la maison d'arrêt, sans aucun motif sérieux. Mais s'il a décidé, puisque si j'ai bien lu la presse, je ne sais pas si c'est la réalité, la presse semble dire qu'ils ont été libérés d'office par le juge. Donc le juge a estimé que, ben, écoutez, il n'y avait même pas besoin de faire une demande, puisque bon, il n'y avait pas de raison objective et une nécessité absolue de les garder en détention provisoire. D'accord. Alors, Guedado, on va terminer par l'homme politique. Oui, la politique, comme je le disais tout à l'heure, au-delà d'être avocat, c'est un homme politique comorien. Plutôt, déjà en 2002, vous avez participé aux élections de la Grande Comore. Donc, vous vous connaissez en politique, mais cette fois-ci, c'est pour parler de la politique sénégalaise. Dites-nous, quelle lecture faites-vous du champ politique sénégalais? Bon, au Sénégal, c'est une démocratie qui est quand même vivante, hein, puisqu'il n'y a pas seulement le gouvernement, mais il y a des forces vives, des associations, des organisations de droits de l'homme, il y a des organisations civiques qui sont très actives, hein, qui sont des sentinelles, et qui sont là pour alerter des imperfections, les abus, puisque dans ce combat que mène Ousmane Sonko, il n'est pas seul. Il y a aussi des forces vives du Sénégal, il y a des organisations, il y a des partis politiques, il y a des personnalités, des éminentes personnalités, que ce soit des juristes, que ce soit des intellectuels, des professeurs d'université, de toutes les disciplines qui s'expriment librement. Donc c'est une société qui est très vivante. Et bon, donc je pense que beaucoup de pays s'inspirent de ce qui se passe ici. En tout cas, vous êtes une vitrine en matière de débat, en matière de vie politique. Et moi, personnellement, je suis très fier d'être impliqué, ne serait-ce que sur l'aspect juridique en tant qu'avocat dans ce débat, même si effectivement je suis politicien. Bon, maintenant, je ne vais pas non plus dissimuler ma joie d'être présent, d'être témoin sur les échéances à venir ici au Sénégal. Et bon, c'était un débat, à mon avis, les débats politiques qui vont être suivis dans les prochaines semaines vont être riches. Et moi, je vais observer, peut-être même au-delà du fait que je vais observer, là vous me parlez de l'homme politique, et non pas l'avocat, pour avoir aidé et contribué à la création des organisations politiques qui s'appellent
PASTEF Africa, nous allons, plus qu'être observateurs, nous allons contribuer effectivement pour que la notion, la vision panafricanisme puisse encore prendre plus d'espace dans le débat politique à venir ici au Sénégal. Nous allons faire en sorte que les candidats puissent s'imprégner, s'impliquer davantage sur une nouvelle vision du panafricanisme. Là-dessus, on va être très... Je ne serai pas seul. Il y aura des frères et sœurs africains qui seront venant d'autres pays, qui seront présents ici au Sénégal lors de la campagne électorale. Nous allons faire en sorte que les panafricains, ceux qui ont une nouvelle vision du panafricanisme qui repose sur la responsabilité de l'homme africain par rapport au continent africain, puissent être présents ici. Et nous le ferons non seulement pour le Sénégal, mais ça sera pareil dans d'autres pays africains où il y aura une compétition électorale. Nous ferons en sorte que les candidats qui ont une vision, une nouvelle vision responsable et assumée de ce que devait être le continent africain de demain, continent africain pour l'Afrique et pour les Africains, que ces candidats puissent obtenir de notre soutien moral, notre soutien politique. Voilà. Justement, tout à l'heure, vous avez dit que le Sénégal est une vitrine démocratique de l'Afrique, d'une manière générale. Donc, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que la démocratie est en recul au Sénégal? Nous sommes la société sénégalaise, comme les sociétés africaines, font l'objet actuellement des chamboulements. Une récomposition, il y a un chamboulement, il y a une volonté des opinions africaines et des peuples africains de vouloir se réapproprier de leur destin. Bon, ça entraîne c'est un chamboulement qui entraîne des soubresauts, vous voyez, et qui entraîne des remises en cause. Et puis, des chamboulements qui entraînent aussi des résistances aussi. Il y a des gens qui résistent puisque ça leur fera plaisir de voir l'Afrique se maintenir à ce niveau de pauvreté. C'est dans leur intérêt de voir l'Afrique s'enliser aussi dans la dictature. Ça leur fera plaisir aussi de voir l'Afrique s'enliser aussi dans la corruption et les détournements des deniers publics. Et ils ne voient pas ça de bon oeil, qu'il y ait une émergence des dirigeants politiques africains qui ne pensent que pour l'Afrique. Vous savez, il y a une stratégie, il y a une idéologie que certains essayent de nous imposer, de dire que ceux qui sont pour l'Afrique sont les ennemis de certains. Non. De certains, vous voulez dire par là quel pays exactement? Non, je veux dire que nous, on est contre personne. Je pense que c'est une nouvelle vision que nous, les dirigeants politiques africains, nous devons avec force défendre. Lorsqu'on est pour l'Afrique, cela ne veut pas dire forcément qu'on est contre qui que ce soit. Mais on est pour notre continent, de même que certains aussi sont pour leurs intérêts. Bon, donc il faut que ça soit très très clair. Défendre l'Afrique, dégager et défendre une nouvelle vision de l'Afrique qui repose sur la responsabilité de l'homme africain. Cela ne veut pas dire forcément que vous êtes contre qui que ce soit ou bien contre des intérêts de qui que ce soit. Chacun, pour que ce soit clair, chacun défend ses intérêts. Nous, on est là pour défendre les intérêts de l'Afrique et que chacun défend ses intérêts. Bon, certaines puissances, puisqu'il faut dire les choses clairement, certaines puissances défendent leurs intérêts et c'est leur droit. Personne ne peut leur en vouloir. Mais ils le disent d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Nous aussi, on est là pour défendre nos intérêts, les intérêts de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un continent qui est jeune, qui dispose d'une jeunesse qui est très ambitieuse et qui a les moyens d'être ambitieux. Et puis, qui a les moyens aussi de réaliser ses ambitions. Écoutez, qu'on nous laisse le temps de définir nous-mêmes la vision que nous avons pour l'éducation en Afrique. Notre vision pour le développement de notre continent, notre vision aussi par rapport à la lutte que nous devons mener, nous les Africains, la lutte que nous devons mener contre la corruption, qui est devenue un cancer. Surtout ça. Voilà,
et puis nous laisser aussi le temps de définir notre propre vision de notre développement, le développement de notre continent. Il y a des fondamentaux qui sont valables sur tout le continent africain. Chaque société africaine a ses spécificités, ce qui est vrai, sa culture, mais il y a des choses, il y a des fondamentaux qui peuvent réunir les Africains. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler, justement. Pour le développement de l'Afrique, il faudrait forcément passer par une Union africaine. Il faut passer par une Union africaine qui pense à l'Afrique et non pas à d'autres puissances. Moi, je suis désolé, mais les organisations, que ce soit régionales, je parle de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la SADC pour l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, et puis d'autres également, en Afrique Nord, en Afrique du Nord, comme en Afrique centrale. Il y a une nécessité, voire même une urgence à ce que ces organisations sous-régionales se remettent en cause. Et que ces organisations sous-régionales se mettent au niveau, justement, des préoccupations, des aspirations des peuples d'Afrique. Il est temps. Puisque ce sont les organisations qui sont habilitées, reconnues pour parler au nom des Africains, des peuples d'Afrique. Et ces organisations sont devenues des syndicats des chefs d'État. Ils ne pensent qu'à se soutenir mutuellement et non pas se préoccuper des problèmes des Africains. Comment comprendre l'absence de ces organisations sous-régionales et de l'organisation panafricaine continentale, à savoir l'Union africaine, sur la préoccupation de la jeunesse africaine aujourd'hui, qui prennent autant de risques pour prendre la Méditerranée et tenter une vie meilleure en Europe. Et ceux, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, qui vont en Amérique, en passant par Nicaragua, le Brésil, etc. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers de jeunes Sénégalais à Harlem, aux États-Unis, à New York. Qui se sont passés par... Qui sont passés par l'Amérique. Ok. Et ces jeunes sont paumés. Ils sont complètement abandonnés. Et la plupart ont fui la persécution, justement, pour trouver refuge aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains. Je leur ai même donné des conseils, comme quoi votre statut relève de l'asile politique et qu'il faudrait aller frapper aux portes de l'administration américaine pour bénéficier d'une protection subsidiaire. Ça, c'est une triste réalité. Nos organisations régionales et l'Union africaine s'est peut-être occupée du dossier, mais si on lit, on voit l'actualité, il n'y a que les Européens qui se préoccupent de ce problème. Et tout. Bon, donc je pense que c'est l'un des sujets, l'une des préoccupations qui doit être celle des organisations sous-régionales et puis l'organisation continentale, à savoir l'Union africaine. Et puis il y a le problème aussi de la démocratie. Il y a une épidémie qui frappe tous les pays africains en ce moment, en tout cas la plupart des pays africains. Il y a une épidémie. C'est comme une épidémie contagieuse, c'est la dictature, le tripotage des institutions, les troisièmes mandats. C'est devenu une épidémie, un cancer qui est contagieux, qui frappe une société africaine à une autre. Et qu'il faut guérir. Et ces dictateurs pensent comme quoi ils sont tellement puissants que rien ne peut Mais quand même, le la faire tendance reculer. est en train de changer avec ce... En fait, c'est à déplorer. Quand même, les coups d'État sont en train de changer. Mais il y a des coups d'État militaires, il y a des coups d'État institutionnels aussi. Et les coups d'État institutionnels sont ceux qui sont commis par les dictateurs. Vous voyez ? C'est eux qui commettent les coups d'État institutionnels puisqu'ils sont au pouvoir, ils changent les constitutions pour se maintenir éternellement au pouvoir et puis léguer le pouvoir à leurs enfants. À leurs enfants. Pour ça, on le voit partout. Intéressant, Moi, je viens d'un pays où le président qui est là, président parce qu'il occupe des fonctions de président, mais il n'est pas président puisqu'il n'a jamais été élu, mais il est au pouvoir par la force. Par la force des choses. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, il se maintient par la persécution, par la pression, persécution, par des assassinats également. Et il se maintient au pouvoir. Le hasard des choses a voulu qu'il soit encore président de l'Union africaine. Vous voyez comment vous voulez que l'Afrique se développe si c'est lui qui dirige l'Union africaine
Et c'est lui-même qui refuse, malgré ce que stipule la constitution de son pays, comme quoi si vous êtes président-candidat, vous devez prendre congé de vos fonctions de président. Ouais. Il dit non, niet, je ne pars pas. Je me maintiens. D'accord. Je maintiens. Je ne prends pas de congé. Et si le président de la Cour suprême ose dire non, je vais le démettre. C'est ce qu'il a fait. Il a démis le président de la Cour suprême, alors qu'il n'est plus président puisqu'il doit être en congé. Ouais. Et c'est le président de l'Union africaine. C'est malheureux. Ben, vous voulez que l'Afrique se développe avec des gens comme ça au pouvoir? Non. C'est pour ça qu'il faut trouver des pays qui ont une culture démocratique, comme le Sénégal. Une culture un pays qui a un héritage démocratique, qui a une culture démocratique pour inspirer les autres pays également. Et c'est pour cette raison que des gens comme moi, nous sommes déterminés à défendre cet héritage sénégalais qui est un héritage africain. Puisque si le Sénégal sombre, c'est tous les autres qui diront que, ben, écoutez, si le Sénégal a sombré, c'est que, bon, ils ont eu raison. Il faut continuer à réprimer nos peuples également. Important. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu, moi j'ai tenu personnellement, puisque je sais que celui qui dirige notre pays est ami et le marabout de votre président. Ah oui? Oui, oui, c'est Macky Sall qui l'a dit, hein. Dans un discours qu'il a prononcé à l'Union africaine lorsqu'il a passé le pouvoir à Azali, qui Azali, c'est non seulement un ami, mais je vais vous dire un secret, c'est aussi mon marabout. Et comme c'est son marabout, je me suis dit non, 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 il faut venir ici pour dire à Macky Sall qu'il faut trouver un autre marabout, mais pas Azali, puisqu'il c'est un mauvais marabout, puisqu'il n'est pas inspirant, au contraire, il est dangereux. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Maître. Mais juste une dernière question, la teranga sénégalaise, est-ce que vous la vivez et est-ce que vous savez parler Wolof? Vous parlez Wolof? Je suis en apprentissage. Quels sont les termes Wolof que vous maîtrisez? Non, 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 je ne vais pas le dire, sinon je vais faire ôter la santé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se voit, je suis bien ici. Vous êtes bien? Ouais, ouais, je suis bien, je tiens à remercier. Et quel est le plat que vous préférez au Sénégal? Ah non, non, tous les plats, vous avez vu, j'ai pris des kilos. Hein. Comme quoi? Comme quel plat? Vous les connaissez quand même? C'est notre plat national. Non, 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 je connais le plat national, je mange le plat national, mais si je dis que je choisis ce plat, on va me dire qu'on ne veut pas vous donner les autres plats. Donc je connais tous les plats. Ce qui est sûr, c'est que je suis très bien accueilli. Je remercie mes confrères, que ce soit ceux de l'État du Sénégal, que ce soit ceux qui sont membres du collectif, qui m'ont très bien accueilli. Et je remercie les Sénégalais de l'accueil qu'ils me réservent. Mais au-delà de ma personne, au fait, moi je suis d'origine comorienne. Je suis comorien. Il y a pas de... Je ne suis pas surpris, puisque les Comores et le Sénégal entretiennent des liens historiques qui datent même de la période coloniale, vous voyez, puisque le Sénégal et les Comores étaient ceux qui tenaient le flambeau pour justement faire respecter le droit des colonies. D'accord. C'était les Sénégalais et les Comoriens qui étaient au devant. Et le premier président qui a foulé le sol comorien après l'indépendance des Comores, c'était le président Senghor. Il est venu aux Comores en 1976. Nous avons obtenu notre indépendance en 1975. Le président Senghor était le premier président à avoir foulé le sol comorien. Et lorsqu'il est venu aux Comores, il a signé différents protocoles d'accord, notamment celui qui consistait à donner le pouvoir à l'administration diplomatique sénégalaise de représenter les Comores dans les représentations diplomatiques partout dans le monde et les organisations également si les Comores n'étaient pas présentes. Ce qui fait que les Comores étaient représentés par le Sénégal dans de nombreux pays, dans de nombreuses organisations également. On pouvait voir dans les représentations diplomatiques sénégalaises dans certains pays des fonctionnaires comoriens. Ah, super. Vous voyez. En tout cas, merci. Et le premier conseiller juridique du premier président comorien, c'était un Sénégalais. C'était un Sénégalais. Voilà. Donc c'est pour vous dire les liens qui unissent les deux pays, la facilité avec laquelle je me sens bien ici. En tout cas, et comme de nombreux Comoriens qui sont ici, des étudiants, même des gens qui travaillent ici au Sénégal, sont très très bien accueillis, comme les autres Africains d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, Maître. C'était un plaisir, Guédado. Voilà, Maître, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager le plateau avec vous. Djerejef.